Nous vivons dans un temps très intéressant dans lequel la santé et les causes de la maladie sont des plus importants à connaître. Donc, voilà pourquoi nous allons, dans quelques heures et ces quelques jours, chercher à comprendre la nature et ses lois. Et bien sûr, nous allons également chercher à construire sur de la science solide et chercher à comprendre qu'est-ce qui est la fondation de toute science. Alors, bienvenue au séminaire des lois de la vie. En tant que médecin, bien sûr, j'ai une question lorsque le patient vient vers moi à comprendre d'où vient sa maladie. C'est la question la plus importante que le patient aura. Et d'habitude, il ne pose pas la question. Mais souvent, nous n'avons pas de réponse à cela. Juste, il y a quelques semaines, j'avais une jeune dame qui avait environ 35 ans et elle avait une soudaine perte d'audition à son oreille gauche il y a 2 mois. Maintenant, elle a été voir différents docteurs. Elle a même eu une intervention chirurgicale. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a été de docteur en docteur pour savoir pourquoi a-t-elle perdu son audition à l'oreille gauche. Maintenant, elle vient me voir parce que, à cause de références de la part de son physiothérapeute, et je lui parle et je lui dis que ce n'est pas compliqué de savoir pourquoi elle a perdu son audition. Mais comment puis-je être aussi sûr de l'origine des maladies? Comment puis-je faire cela? Ça semble parfois présomptueux, ou certains de mes critiques pourraient dire c'est juste une déclaration présomptueuse. Quel est le fondement sur lequel ils basent ces déclarations? Et c'est leur question. Et je dois être sûr de savoir exactement. Je peux lui dire, ou à chacun de mes patients, pourquoi ils sont malades. Et c'est tellement important, mais si la science est basée sur des peut-être, alors cela ne marche pas vraiment, ça n'aide pas. Maintenant, cette dame est éduquée, elle était quelque peu surprise avec ma déclaration simple que je connais la cause de sa maladie, je connais la cause de sa perte d'audition. Et alors qu'on discutait, elle doutait de mes déclarations. Et je peux le comprendre, parce qu'elle sort d'une façon de penser scientifique, et elle arrive à mes déclarations qui disent qu'on doit être sûr à 100% lorsqu'on parle de science, lorsqu'on parle de santé. Il nous faut savoir. Sans quoi, pourquoi parlions-nous de santé si nous ne savons pas d'où cela vient? Et je lui ai demandé, est-ce qu'elle apprécierait, lorsqu'elle va voir un docteur, qui lui dise, essayons de réfléchir, peut-être que c'est ceci, ou peut-être que c'est cela, ou bien explorons cela. Est-ce que tu aimerais un tel docteur? Ou bien un docteur qui te dit, ok, voilà la cause, et voilà comment tu peux régler la cause, et également comment traiter s'il y a une quelconque possibilité. Et j'espère que chacun d'entre vous aimerait avoir un médecin qui sait comment les choses fonctionnent et qui peut également vous expliquer pourquoi il en est ainsi. Et donc, c'est mon but en partageant cela, c'est mon but lorsque je fais des séminaires et que je voyage ces 12 dernières années
afin que tout le monde puisse comprendre à quel point il est important de savoir pour eux-mêmes et de savoir pourquoi ils ont les problèmes qu'ils ont. Donc, quelle est la base de mon assurance? Eh bien, les lois de la nature, comment la nature fonctionne, est le fondement de notre science. Si on ne comprend pas les lois de la nature, comment pouvons-nous faire de la vraie science? Et si nous ne comprenons pas l'être humain qui a sa place dans cette nature, comment pouvons-nous dire quoi que ce soit concernant l'origine des maladies? Et comment pouvons-nous dire quoi que ce soit concernant les maladies si nous ne connaissons pas les besoins des êtres humains, si nous ne connaissons pas les besoins à partir desquels toute chose fonctionne? Toutes ces trois choses sont absolues. Il n'y a pas moyen de changer. Les lois de la nature sont éternelles. La façon dont l'être humain fonctionne, comment il a été assemblé, est une chose qui ne change pas. Oui, vous pouvez détruire l'être humain, mais vous ne pouvez jamais changer la façon dont il fonctionne et sa structure, comment il a été assemblé, et les besoins de l'humanité sont inchangeables. On a tous besoin d'oxygène, de nourriture, d'eau et d'autres besoins basiques. Donc toutes ces choses sont absolues. Alors si vous travaillez avec des absolus, alors vous arrivez à des résultats absolus. Voilà comment je travaille. Alors commençons à voir la loi de cet univers, la loi que nous pouvons voir qui est la base de tout ce que nous trouvons sur Terre. Et il n'y a aucune exception à cela. Et cette loi basique est basée sur deux piliers, pour ainsi dire. Rien ne peut exister ou fonctionner par lui-même, c'est-à-dire que tout dépend de l'énergie, tout dépend d'un maintien. Il n'est rien qui puisse faire quoi que ce soit sans puissance. Et le second pilier, c'est que rien ne peut rien faire pour lui-même. C'est-à-dire que chaque élément est au service de tous les autres éléments auxquels il est connecté. Voilà pourquoi tout dans cet univers fonctionne par des canaux. C'est-à-dire qu'il doit prendre la puissance ou le moyen dont il a besoin afin d'être en mesure de faire quelque chose de cela et donner plus qu'il n'a pris. Donc, c'est le principe général de chaque chose. Vous pouvez regarder autour de vous et vous pouvez vérifier la nature et voir si quoi que ce soit sert sa propre existence. Il n'est rien. Vous avez par exemple les fleurs, vous avez les arbres. Ils font des fruits. Pour qui font-ils cela? Est-ce que c'est pour leur propre service, leur propre existence? Ont-ils besoin des fruits qu'ils produisent? Il n'est rien, absolument rien, qui se sert lui-même. Voilà pourquoi c'est si simple. Cette loi basique de l'univers, c'est que tout doit avoir une cause, une entrée et une sortie. Il doit y avoir une cause et un effet associé. Donc c'est la loi de cause et effet, la causalité. C'est la loi basique. Nous savons qu'aucun effet ne peut arriver sans une cause. Et si nous comprenons le principe du fonctionnement du canal, il devient clair que toute chose doit fonctionner en circuit. En regardant à l'être humain, nous voyons les nerfs, comment ils vont du même endroit et reviennent, l'influx, alors que nous voyons les vaisseaux sanguins, tout part du cœur et revient au cœur. Tout dans le monde technique ne peut fonctionner sans un circuit, parce que chaque élément qui est mis ensemble a cette manière basique de fonctionner. Et il n'y a aucune exception. C'est la beauté de comprendre la nature, de comprendre la nature et ses lois. Cela nous rend
Alors que notre esprit est en besoin d'une sécurité à 100%, les choses qui sont ainsi et qui ne changent pas, c'est ce qui nous rend, je le dis ainsi, forts et nous donne, lorsque nous explorons la nature, une compréhension de pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Donc, nous regardons à cela, cette loi basique, que rien ne peut exister ou fonctionner par lui-même, et rien ne peut faire quoi que ce soit pour lui-même. Ce sera la base de notre étude. Et vu que c'est absolu, nous devons arriver à des conclusions absolues. Donc il y a d'autres absolus. Et c'est aussi ce qui est absolu au sujet de l'être humain, et ce que nous tous, en tant qu'êtres humains, avons en commun. Et nous avons tous en commun une structure. La façon dont nous sommes tous construits est identique. Donc il n'y a pas un être humain qui a cette structure, l'autre qui a cette structure, et qui est construit comme cela. Oui, il y a des anomalies, il y a des choses hors de la norme, mais c'est à cause d'un résultat. Mais ce n'est pas parce que c'est la norme. Donc, nous n'aurions pas d'anomalie si nous n'avions pas une structure basique. Donc, la structure de l'être humain est dans chaque humain la même. Nous avons les mêmes organes, nous avons les mêmes connexions à ces organes, donc il n'y a aucune différence, même entre hommes et femmes. C'est la même structure. Nous avons tous un cerveau, des yeux, nous avons de la peau, et elles pourraient sembler différentes. Elles peuvent avoir des tailles différentes. Mais cela ne compte pas, parce que la structure demeure la même. Donc, dans la nature, nous trouvons de la diversité en une espèce, mais il n'y a pas un individu dans une espèce qui ne soit identique dans sa ressemblance, dans sa taille, sa couleur. Il n'y en a pas un pareil. Mais c'est la même, disons par exemple, fleur, la même espèce de fleur. Ils peuvent être tous dans cette espèce différents, mais ils ont tous les mêmes organes, ils ont tous la même structure. Même si chaque élément de la structure a une petite différence dans la forme ou dans la taille ou dans la couleur. Mais cela est tellement... Dans la nature, c'est dans toute chose. Donc on ne peut pas construire sur quelque chose qui est divers. Mais nous pouvons construire assurément sur ce qui est le même en chaque individu de l'espèce. Et la structure est la même. Et c'est ce sur quoi nous construisons notre science. Nous voulons savoir au sujet de l'être humain. Nous devons construire scientifiquement sur des choses qui sont absolues et ce que nous avons tous en commun. Cette structure, c'est ce que nous avons. Et nous allons aller plus loin, plus tard, et nous allons voir comment cela a été assemblé. Il y a également une autre chose que nous avons tous en commun, c'est la fonction. Comment nous fonctionnons, comment l'être humain fonctionne. Comment cela se fait-il que je puisse bouger mes mains? Ou comment cela se fait-il que mon cœur batte? Ou mes yeux voient? Comment cela fonctionne-t-il? Et c'est également quelque chose qui est absolu. Tous les humains fonctionnent de la même façon. Qu'importe si vous vivez dans une partie du monde ou dans une autre, qu'importe votre couleur, votre taille, votre fonctionnement est identique. Lorsque vous avez, prenons l'œil ou l'oreille,
Le médecin qui sait comment gérer, par exemple, je suis un ORL, l'oreille, il sait que la fonction de chaque oreille est la même. Chez chacun, l'oreille pourrait sembler différente, mais la structure et la fonction sont les mêmes. Donc, nous pouvons construire sur une base si nous connaissons comment marche le fonctionnement. Et ainsi, lorsque nous avons un dysfonctionnement, quelque chose qui ne fonctionne pas normalement, nous savons que nous devons venir à la cause. Parce que la fonction est absolue en chaque être humain. Nous pourrions mettre toutes choses ensemble et trouver, je dirais, facilement pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Et il y a un troisième élément que nous avons mentionné précédemment et qui est également un absolu, c'est les besoins basiques. De quoi avons-nous besoin pour vivre? Ça, nous l'avons tous en commun. Tout le monde. Je veux dire, il n'y a aucune exception. Aucun être humain ne peut vivre sans oxygène ou sans nourriture, lumière, chaleur et tout cela. Maintenant, quelque chose de basique pour fonctionner, parce que la maladie, nous pourrions la qualifier de dysfonction, même si c'est plus qu'un dysfonctionnement. Afin de comprendre cela, il nous faut comprendre le fonctionnement basique. Donc, chaque fonction que nous avons dans la nature a besoin d'au moins deux éléments pour fonctionner. Donc, nous avons besoin premièrement de l'élément qui génère la fonction. Comme prendre le moteur d'une voiture, il a besoin du circuit électrique avant qu'il puisse fonctionner. Comme aussi les plantes, avant qu'une graine puisse germer, elle doit avoir l'impulsion électrique afin de faire que cette chose démarre. Et bien sûr, elle a besoin de quoi maintenir sa fonction, ce qui est l'essence du moteur, qui est également la chimie, avec tous les nutriments que prend la graine du sol et de son environnement afin de grandir et de fonctionner. Donc il y a toujours deux éléments. Maintenant, si la plante n'a pas de source de carburant, elle va faner et mourir. Mais également, si vous la déconnectez, vous coupez quelque chose et ce circuit est, pour ainsi dire, déconnecté, brisé. Elle va également mourir, même si elle pourrait avoir assez de nutriments. C'est comme avec le moteur. Vous pourriez ne plus avoir de carburant, la voiture s'arrête. Mais si vous avez un réservoir rempli d'essence, mais si vous stoppez le circuit qui fait marcher le moteur, la voiture s'arrête également. C'est comme ça que la chose fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'est les choses basiques que je pense qui doivent être connues en arrière-plan avant d'aller plus loin dans la compréhension de l'être humain. Maintenant, j'ai rassemblé ici les choses que je vois des lois de la vie, des lois de la nature, du fonctionnement de l'être humain. Nous sommes tous régis par une loi. Et cette loi dit que la vie dépend de ses besoins. Une loi gouverne toujours la dépendance. Si nous, en tant qu'humains, étions indépendants de besoins, bien sûr, nous fonctionnerions hors de ce qui est prévu, de qui n'est pas connu. C'est impossible. Nous voyons tous que nous avons des besoins. Et tous ces besoins sont établis par la loi. Voilà pourquoi notre vie est conditionnée par les besoins. Et si tous les besoins sont remplis, alors nous aurions un fonctionnement normal et une santé à 100%. Il n'y aurait pas de dysfonctionnement, aucun problème de santé si tous nos besoins étaient satisfaits. Donc la maladie est un effet des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et alors que
Au niveau physique, nous avons toujours un équilibre. Si nous en avons pas assez ou si nous en avons trop, c'est la même chose. Ce n'est pas dans la loi. Ce n'est pas dans ce qui a été mis en place, de la façon dont la loi a été établie. Donc, si nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits, nous aurons des maladies ou des dysfonctionnements. Et si nous, par exemple, mangeons trop ou buvons trop, nous avons des dysfonctionnements parce que nous sommes hors de l'équilibre qui a été défini. Et nous avons le dysfonctionnement, pour ainsi dire, comme pour nous permettre de comprendre ce qui n'est pas satisfait dans notre vie. Et bien sûr, si nous ne comprenons pas le message envoyé par notre corps, alors nous continuerons à avancer jusqu'à ce que nous arrivions à cette frontière où il est impossible de revenir en arrière. Et c'est la mort. Et vous pouvez mourir de trop peu ou mourir de trop. Donc, pour nous, il est important de comprendre nos besoins afin que lorsque nous sommes en dysfonctionnement, lorsque nous avons des symptômes, nous puissions comprendre qu'est-ce que les besoins disent. Donc, dans cet objectif, vous avez besoin de savoir quel type de besoins les êtres humains ont. Donc, savoir que nous ne pouvons pas vivre sans besoin, c'est important. Quels sont-ils? Et bien sûr, nous avons des besoins basiques et nous avons des besoins qui ne sont pas basiques, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessaires qu'ils soient satisfaits à tout prix. Des souhaits que nous avons tous, et ils sont différents, mais nous avons également des besoins qui ne sont pas basiques que nous avons en commun. Le besoin de beauté, de propreté, de mariage. Et toutes ces choses sont des besoins, mais ce ne sont pas des besoins basiques. Vous pouvez vivre sans. J'appelle cela les besoins basiques sans lesquels la vie est impossible. Ce sont les besoins basiques. Les besoins supplémentaires, c'est bien de les avoir, mais la vie est toujours possible, même si ils ne sont pas satisfaits. Donc ici, il nous faut connaître un peu des choses au sujet des besoins basiques. De quoi avons-nous besoin de manière basique afin que notre vie puisse continuer à fonctionner normalement et que nous puissions être en bonne santé sans avoir aucune maladie, aucune douleur, aucune perte d'audition ou tout ce qui frappe la race humaine. Donc, nous savons, à partir de ce que nous avons vu plus tôt, qu'il faut qu'au moins 2 besoins soient satisfaits pour que nous puissions fonctionner. Et nous avons tous appris, et en tant que médecin, j'ai appris que vous avez des besoins physiques, d'eau, d'oxygène, de chaleur. Personne n'a besoin de nous enseigner lorsque notre corps réagit à l'un de ces besoins qui est manquant ou qui est en trop grande quantité, comme par exemple la chaleur quand il fait froid dehors et que nous nous gelons, et c'est une réaction du corps que nous ne pouvons pas choisir de ne pas avoir, qui est différente de personne en personne. Elle est une perception subjective, mais chacun a cette norme de 37 degrés Celsius, et lorsque vous êtes dans une température plus basse, votre corps va réagir, qu'importe comment vous le percevez. Et de l'autre côté, s'il y a trop de chaleur, alors vous allez transpirer, vous allez le sentir. Personne n'a besoin de vous enseigner que lorsque vous avez faim, il vous faut manger, que lorsque vous avez soif, il vous faut boire. Lorsque vous êtes fatigué, il vous faut dormir. Et donc, qu'est-ce que c'est lorsque vous avez une perte soudaine d'audition? Ou qu'est-ce que c'est lorsque vous avez une grippe? Ou qu'est-ce qui manque à l'être humain qu'il
a cette réaction corporelle que nous devons comprendre. Est-ce que c'est lorsque vous avez un tintement dans l'oreille ou des vertiges? Qu'est-ce que le corps essaye de vous dire? Parce que ce sont des réactions qui ne sont pas sous notre contrôle, comme le fait de geler, de transpirer ou d'avoir faim. À moins que nous satisfassions le besoin, à ce moment-là, c'est sous contrôle. Mais lorsque cela arrive, cela nous montre que quelque chose doit être satisfait. Et donc, nous n'avons jamais appris les bases dans mon université. Parce que c'est incroyable que nous apprenons tellement de choses, mais pas la fondation, je dirais, de la science. Comprendre qu'il y a au moins deux besoins qui font que le fonctionnement continue. Donc, ne pas comprendre cela, c'est pourquoi la plupart des médecins n'ont aucune idée. Lorsque vous avez une perte d'audition soudaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ou une attaque cardiaque? Comment ça marche? Pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, on dit peut-être qu'il n'a pas mangé la bonne nourriture. Mais nous avons des gens qui mangent la bonne nourriture et qui ont la même chose que ceux qui n'ont supposément pas mangé la bonne nourriture. Et je n'en avais aucune idée lorsque j'ai commencé il y a 17 ans ma pratique. Je ne savais pas qu'est-ce qui manque à l'être humain lorsqu'il vient vers moi avec ses symptômes. Mais je n'étais pas satisfait de simplement dire « Ok, je ne sais pas, je n'ai pas toute la connaissance, je dois admettre que je ne peux pas savoir tout. Oui, je ne peux pas tout savoir. Mais ce qui doit fonctionner pour la santé, je dois le savoir. Voilà pourquoi je suis un docteur. Et donc, voilà pourquoi c'est si important que nous comprenions les fonctions basiques ne peuvent pas marcher avec un seul type de besoin. Et la chimie, oui, il y a un besoin absolu. Il y a quelque chose dont l'être humain a besoin plus. Et ensuite, j'ai trouvé, en leur parlant, et je vous montrerai également dans quelques minutes la façon dont je travaille, mais j'ai trouvé, dans la façon dont je conversais avec les patients, qu'il y avait également des besoins spirituels, comme l'amour, la justice, la liberté, la sécurité. Et ceux-ci sont des besoins auxquels vous ne faites que penser. Vous ne les ressentez pas. Ils sont purement, je dirais, imaginaires. Mais ils sont là. La justice, la liberté, la sécurité. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas dire « Oh, je n'en ai pas besoin ». Tout le monde a besoin de cela. Et je pensais, ok, je n'ai jamais appris quelque chose comme ça à l'université. Vous ne trouvez pas dans les livres scientifiques, du moins sur une large échelle, le besoin d'amour, de justice, de liberté, de sécurité, de vérité, et tous ces besoins purement spirituels. Pourquoi sont-ils spirituels? Parce qu'ils n'ont pas de définition physique ou chimique. Vous ne pouvez pas les mettre dans une réaction chimique. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ils sont hors du monde physique. Ils sont purement spirituels. C'est une idée, une pensée. Qu'est-ce qu'une pensée? Donc je devais, et j'étais surpris parce que je n'avais pas étudié là-dessus,
Et j'ai finalement compris qu'il n'y a pas de limite. Un besoin spirituel ne peut jamais être en trop parce qu'ils doivent tout le temps être à 100%. L'amour doit être à 100%, la justice doit être à 100%. Vous ne pouvez pas avoir 99% de justice parce que alors ça serait injuste. Vous ne pouvez pas avoir 99% de liberté, alors ce ne serait pas la liberté. Tous les besoins spirituels que nous avons sont absolus, ils doivent être à 100%. Alors, la seule façon d'avoir des réactions corporelles, c'est lorsqu'ils sont manquants. Et quelles sont les réactions corporelles qui montrent que nous manquons d'un besoin spirituel? Et je pourrais dire, c'est la maladie sous toutes ses formes. C'est mes trouvailles que j'ai déjà compilées après quelques années d'études de l'être humain. Comment ai-je fait cela? La méthode opérationnelle, c'était vous prenez le patient et son âge et vous parcourez sa vie depuis la naissance jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui. Et je devais assembler l'histoire physique, c'est ce que nous avons appris à l'école de médecine. Il était important que nous réunissions la liste des plaintes physiques. Donc j'ai réuni les maux de tête, quand est-ce qu'ils ont commencé, les tensions du cou, quand est-ce qu'elles ont commencé, le tintement à l'oreille, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça arrive, les vertiges, et on traverse toute la liste des plaintes physiques. Et bien sûr, au début, j'ai pris seulement celles qui étaient dans mon domaine en tant qu'ORL, mais l'être humain est un tout. On ne peut pas le diviser en domaines. On ne peut pas séparer une chose de l'autre. Elles fonctionnent toutes en circuit. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre que j'ai en face de moi un être entier, pas seulement des parties, un nez, des oreilles, une langue, une gorge, ou des organes d'élocution. C'est un tout, un être humain. Donc j'ai pris toutes les plaintes physiques, qu'importe le domaine auquel elles appartenaient, parce que il n'y a qu'un seul corps, avec beaucoup d'organes. Donc, vous les rassemblez et vous regardez la date d'apparition. Donc, c'est important de prendre les symptômes, mais également leur apparition et combien de temps ils durent. S'ils sont toujours là, alors vous savez, ok, ça a commencé il y a 10 ans et la migraine est toujours là. Et vous dites, ok, la chose n'est pas réglée. Et j'ai été à l'intervention chirurgicale. Ont-ils eu des interventions dans leur passé? Si les amygdales ont été ôtées, l'appendice, la vésicule biliaire et tout autre organe. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Quel était le problème? Pourquoi ont-ils été ôtés? Donc vous devez faire une investigation très solide de ce qui s'est passé dans le corps. Et cela, je l'ai fait et je continue à le faire. C'est des plus importants. C'est la base pour comprendre les réactions du corps. Quand les amygdales et le reste ont été ôtés. Et ensuite, avez-vous eu des enfants, si vous êtes une femme? Quand est-ce qu'était l'accouchement? Avez-vous eu des fausses couches? Donc, tous les symptômes physiques possibles, je les rassemble d'un côté. Et ensuite, je mets de l'autre côté l'histoire mentale. Et là, je demande aux patients concernant les relations avec les parents. Comment se passe la relation avec les parents? Leur enfance? Qu'en est-il de leur relation avec leur mère? Qu'en est-il de leur relation avec leur père, époux et tout cela? Bien sûr, pour être en mesure de faire cette historique mentale, j'invite mon patient à un second rendez-vous dans lequel je prends le temps pendant 1 heure ou 1 heure et demie afin que je puisse explorer leur histoire. Vous voyez, lorsque j'ai des patients au début qui montrent beaucoup de symptômes physiques, beaucoup de maladies, je dis « Waouh, je dois connaître l'histoire pour comprendre. Pourquoi ont-ils tant de symptômes physiques? Parce que vous voyez, certaines personnes ont tout. On dirait qu'ils ont tout pris. Tout ce qui existe, ils l'ont. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe?
Et donc, ils sont des patients spéciaux auxquels je demande de venir. Et je dis, il me faut que vous me racontiez votre histoire mentale. Je dois savoir par quoi vous êtes passé. Comme ça, je pourrais comprendre s'il y a une relation entre ce que les gens ont vécu dans leur vie, mariage, divorce, perte d'un être cher, et tout ce qui arrive dans la vie. Quand est-ce que c'est arrivé? Je les rassemble et les compare aux symptômes physiques. Et c'est incroyable de voir qu'il y a une relation entre eux. Et je peux voir les événements et les symptômes physiques. Et ils sont dans une relation temporelle. Et les événements précèdent toujours les symptômes. Et bien sûr, la question du travail, s'ils ont un travail, s'ils n'en ont pas, quel type de travail, et tous ces détails. Vous avez besoin de temps pour cela, mais c'est très enrichissant de voir ce avec quoi l'être humain est occupé et ce à quoi il fait face. Et bien sûr, ensuite, vous demandez à propos des événements spéciaux comme les traumas, qui sont des abus physiques de toutes sortes. Ont-ils expérimenté, par exemple, être en guerre ou des choses qui ont fait impression sur l'esprit humain si fortement que vous ne pouvez pas oublier. Donc toutes ces choses sont là afin d'être assemblées. Et c'est, pour ainsi dire, un voyage très intéressant pour moi de voir que ce qui nous a manqué dans l'école médicale, ce qui nous a manqué manque encore aujourd'hui dans la santé, de prendre l'humain comme un tout, de prendre l'humain avec ses pensées, de comprendre qu'il n'est pas simplement physique. Et cette discussion que nous avons maintenant, les crises que nous avons dans le monde, c'est tellement important de ne pas rater ce qui est encore plus important que la santé, ce qui est encore plus important que la vie. Nous verrons cela. Il y a quelque chose en chaque être humain qui est plus important que la santé et la vie. Et ce sont les besoins spirituels, l'amour. Maintenant, nous pensons tous, et j'espère qu'aucun d'entre vous n'est un être pensant. La vie est impossible sans penser. Mais les pensées ne reçoivent pratiquement aucune attention chez l'être humain. Combien de fois avez-vous été chez un médecin et il vous demande ce que vous pensez? Eh bien, nous ne sommes pas formés même à prêter attention au fait que l'être humain est un être pensant. Cela me surprend encore aujourd'hui, particulièrement dans ces crises que nous allons voir, que les pensées, manifestement, ne sont pas importantes. Vraiment? Qu'est-ce que l'être humain fait le plus? Est-ce qu'il respire, dort, mange, boit? Est-ce que ce sont les occupations qu'il fait le plus? Je pense que chacun sait que les pensées, réfléchir, est quelque chose qui ne s'arrête jamais, même dans le sommeil. On continue à penser, on rêve, on s'occupe. Nous n'en sommes pas conscients. Mais il y a toujours un processus de pensée qui est là. Comment se fait-il que dans la science, ce que l'être humain fait le plus, ce qui est son activité principale, n'a pas une attention toute particulière? Il semble
que seul ce qui est physique reçoit l'attention de la science médicale. Comment se fait-il? Avons-nous géré nos pensées? J'ai dû me poser ces questions pour moi-même. Quelles sont-elles? Avons-nous un livre où nous pouvons trouver cela? Avons-nous des choses scientifiques où ils disent « Examinons ce que sont les pensées ». Du moins, moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais cela devrait être la base parce que ça, c'est ce que nous sommes, ce que nous pensons. Tout cela vient. Où est l'origine des pensées? Où est-ce que ça commence? Si penser est la chose la plus importante dans la vie et que c'est ce que nous faisons tout le temps, alors ça devrait être connu. La question de l'origine. D'où cela vient? D'où viennent nos pensées? Et donc, une autre question. Où commence-t-elle? C'est quelque chose que je me suis dit que je dois trouver. D'où vient le processus de pensée? Parce que j'ai réalisé que l'endroit où commence le processus de pensée, c'est là où l'être humain commence à fonctionner. Je dois savoir où cela commence. Parce que alors je pourrais revenir à la source. Sans quoi, je dirais, je ne sais pas. Il y a des questions de la part de personnes déprimées et aussi de personnes non déprimées, de personnes phobiques, demandant d'où proviennent les pensées de peur. Pourquoi je perçois de la peur et je vois les réactions corporelles de la peur? Où sont ces pensées qui produisent la peur? Où commencent-elles? Je dois le savoir. Je dois savoir où les pensées commencent. Je veux me suicider. Où se trouve la racine de chaque pensée? Pouvons-nous le savoir? Nous devons savoir parce que il doit y avoir un commencement à chaque chose. De même qu'il y a une cause à chaque effet, il doit y avoir un commencement de fonction. Je dois comprendre où est-ce que les pensées commencent. Si je ne sais pas cela, comment puis-je comprendre l'être humain? Comment puis-je me comprendre? Il est impossible, sans savoir ces choses-là, de savoir quoi que ce soit sur l'être humain. Parce que toutes les autres choses sont sous celles-ci. Elles ne sont pas aussi importantes que cela. Et ensuite, bien sûr, que font-elles? Ont-elles une fonction dans l'être humain? Nos pensées font-elles quelque chose? Ou elles ne font rien? Lorsque je bouge mes mains, est-ce que je parle avec mes pensées? Oui, bien sûr. Tout ce que l'être humain fait est l'effet de ses pensées. Il n'est rien. Il fait. Il ne soit l'effet de ses pensées. Donc, que font-elles? Elles font tout dans la vie. Vous ne pouvez rien faire sans penser. C'est impossible. Alors, quel est leur rôle dans la santé? Si tout ce que nous faisons vient par nos pensées, alors joue-t-elle un rôle dans la santé? Nous n'avons pas fait attention à la pensée humaine. Du moins pas dans la science médicale. Et si c'est aléatoire, ce n'est pas central. Tout ce qui est central aujourd'hui, c'est le monde physique. Mais les humains vivent dans leurs pensées.
Voilà pourquoi ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, la peur, ce n'est qu'un processus de pensée qu'il nous faut comprendre. J'espère que vous êtes curieux. Tout le monde doit se poser cette question s'il veut se comprendre lui-même et s'il veut comprendre ceux qui sont autour de lui. Donc, l'être humain a une structure, il a une fonction et il a des besoins. Donc, nous voulons parcourir tout cela, étape après étape, afin de comprendre et de rentrer plus dans les détails, comme je l'ai dit précédemment. Donc, la première chose dans laquelle j'aimerais entrer avec vous et commencer dans cette présentation, c'est la structure. La structure de l'être humain est plusieurs organes, un organisme. C'est tellement basique que parfois, c'est oublié. Nous sommes un organisme avec beaucoup d'organes. Et si vous allez au niveau cellulaire, vous avez des millions, des milliards de cellules. Donc il y a un organisme, pas plus. Nous ne sommes pas deux, trois organismes. Nous sommes un. Mais nous sommes composés de beaucoup de choses, comme vous prenez un appareil, pour qu'il puisse fonctionner, il a besoin de beaucoup de choses. Mais c'est juste une seule chose. Vous n'allez pas au magasin et acheter les pièces de l'appareil. Vous achetez l'appareil. Donc, l'être humain a beaucoup d'organes, mais n'est qu'un organisme, un individu. Et je répète cela parce que les choses basiques doivent être toujours en arrière-plan dans notre esprit. Lorsque nous explorons et voulons trouver ce que nous ne connaissons pas. Oui, parce que nous voulons savoir d'où viennent les maladies. Et vous ne pouvez pas calculer l'inconnu sans avoir une fondation, une base de réflexion, une base pour explorer. Et ensuite, vous mettez toute chose sur une fondation absolue. Vous arriverez à des conclusions absolues. Beaucoup d'organes, un organisme. Maintenant, où est le centre de contrôle de l'être humain? Et comme le suggère cette image, toute notre humanité est dans le cerveau, plus spécifiquement dans le cortex cérébral. Donc, tout le câblage qui met cet être humain en marche et connecte tous les organes. Nous sommes un organisme et plusieurs organes. Ce qui connecte tous les organes pour faire de l'humain un organisme se trouve dans le cerveau. Au niveau physique, dans le cortex, tous les organes sont connectés. J'espère que cette compréhension de base n'est rien de nouveau que je vous présente. Et je pense que tout le monde a déjà vu un cerveau et nous avons ces couches externes, c'est le cortex que vous voyez ici, et ces deux cortex ne sont pas connectés l'un à l'autre au niveau du cortex. Vu que la connexion vient sous le cortex, vous pouvez couper jusqu'à là sans ne rien abîmer, parce qu'ils ne sont pas connectés, ils sont deux moitiés de cortex. Et voilà pourquoi c'est là. L'hémisphère droit. Maintenant, entrons dans une image plus structurelle du cerveau. Nous allons voir ici les cortex. Et dans les cortex, nous avons les neurones, les cellules de Purkinje, voilà comment on les appelle. Et là, nous avons tout le corps physique ensemble. Donc ici, dans le cortex, tout ce qui se passe dans notre corps est gouverné de là. Tout est rassemblé ici. Et d'ici, les nerfs, les axones vont vers le corps. Donc les cellules demeurent dans le cortex, mais les câbles, comme vous les avez ici, ils descendent. Et la quatrième chose vers laquelle ils vont, c'est le centre du cerveau, le système limbique.
de ce système limbique, ils vont et traversent l'autre côté, après qu'ils soient sortis du système limbique. Et donc, nous bougeons notre main droite grâce à l'hémisphère gauche et notre main gauche grâce à l'hémisphère droit. Donc, ce sont en gros des choses structurelles. Maintenant, vu que nous ne pouvons pas seulement avoir une structure sans la fonction, nous devons les combiner. La fonction, c'est que le cortex marche avec de l'électricité et l'influx électrique va vers le système limbique où il donne l'ordre aux centres qui sont là de produire de la chimie. Et nous avons un retour immédiat de l'influx électrique qui est venu à travers le cortex dans le système limbique et qui repart vers le cortex avec une réaction chimique qui est ce que nous ressentons. Notre émotion est une réponse immédiate à l'entrée électrique que nous avons mis dans le cortex. Vu que tout fonctionne en circuit, il doit être passé et chacun passe ce qui a commencé. Maintenant, la question c'est, d'où viennent les pensées? D'où proviennent toutes choses? Et ici, nous devons poser la question, est-ce que le cerveau peut penser? Quelle est sa composition? Oui, vous pouvez le décomposer et vous verrez qu'il n'y a que de la chimie dans le cerveau. Et des réactions chimiques sont limitées. Elles ne peuvent qu'arriver en relation avec les facteurs extérieurs. Elles ne peuvent faire que suivre ce qui a été prévu au début parce que les prérequis nécessaires pour une réaction sont toujours prédéterminés. La réaction ne peut arriver que comme elle a été prévue qu'elle arrive. Et bien sûr, la chimie peut absorber, stocker de l'énergie et des informations. C'est ce que nous avons dans notre ordinateur. Et c'est également ce que nous avons dans le cerveau. Le cerveau peut absorber, stocker et partager des informations. Mais comment fait-il cela? Combien de pensées le cerveau peut-il penser? Peut-il vraiment penser ou ne peut-il pas penser? Quelles sont les façons dont les pensées apparaissent? Donc, combien de pensées avons-nous dans notre ordinateur? J'espère que chacun d'entre vous sait qu'il n'y en a aucune. Donc, si le cerveau est composé de chimie, s'il est un ordinateur, alors les processus de pensée ne peuvent pas être générés par lui. Donc, les éléments chimiques, le cerveau est un élément chimique, ne peuvent rien sentir. Pensez-vous que le cerveau puisse sentir quoi que ce soit? Est-ce que le corps sent quoi que ce soit? Les nerfs sentent quoi que ce soit? Peuvent-ils choisir? La chimie peut-elle choisir? Peuvent-ils prendre des décisions? Et peuvent-ils s'autodétruire? Ont-ils une conscience? Ils ne peuvent pas avoir de conscience. Ils ne peuvent pas avoir d'habilité cognitive. Ils ne peuvent avoir de morale. Donc d'où proviennent ces capacités de l'être humain? Les humains peuvent faire ces choses. Ils peuvent sentir. J'espère que vous le pouvez. Ils peuvent s'autodétruire. Et dans cette crise, nous avons plus de morts et plus de dommages à cause de l'information que l'être humain processe. Il doit se détruire s'il ne reconnaît pas la mauvaise information. L'être humain meurt par leurs propres mains. Ils peuvent se détruire. Un ordinateur ne peut pas faire cela. Rien dans la nature qui est physique ne peut se détruire. Ce n'est pas possible. La loi ne le permet pas. Parce que chaque chose physique ne fait que réagir. Mais un être humain peut agir. Il peut ne pas réagir. Il réagit, bien sûr, mais il peut ne pas. Il agit. Et les actions ne trouvent pas leur origine dans la chimie. Parce que tout ce que nous voyons dans cette nature
Au niveau physique, de toute façon, on ne peut voir que des choses physiques. Elles sont dans la réaction. Et jamais, au grand jamais, ne peuvent se détruire elles-mêmes. Mais un être humain peut faire cela. Et aujourd'hui, c'est aussi évident que ça l'est, et ça ne l'a jamais été auparavant, qu'un être humain au niveau global, selon la façon dont il pense, peut se tuer. Cela n'a jamais été auparavant. Donc d'où vient cette faculté de se détruire lui-même? Maintenant, l'humain a la capacité de faire des pensées cognitives. Donc manifestement, les gens ici ont des problèmes cognitifs. Et je pense que chacun d'entre nous avons des problèmes cognitifs. Nous voyons quelque chose et nous ne l'aimons pas. Comment la chimie voit quelque chose et ne l'aime pas? Comment se fait-il que certaines personnes aiment ceci et d'autres n'aiment pas cela? Ce que nous apprécions ou pas n'est pas dans la chimie. L'être humain peut aimer des choses différentes et voir des choses différentes. D'où vient cela? Et il peut choisir. Quel privilège, n'est-ce pas? Il peut choisir. Je pense que c'est l'une des choses les meilleures. Il peut choisir comment faire les choses. Ils sont capables. Avez-vous déjà vu un ordinateur choisir quoi que ce soit? Il n'y a rien dans la chimie qui fasse cela. Donc la question à la fin de cette première présentation, c'est d'où viennent ces facultés? Nous devons savoir. Ce n'est pas quelque chose que vous dites, ok, je n'ai pas besoin de savoir cela. Non. Si vous voulez être en santé, si vous voulez contrôler votre vie et ne pas entrer dans le problème de vous autodétruire à travers toutes les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez vous comprendre. Nous devons savoir ce que nous sommes, quelle est notre structure. Nous devons savoir d'où viennent nos pensées. Nous devons comprendre notre être. Et pour moi, c'est le plus grand privilège qu'a l'être humain. Il peut se regarder dans le miroir. Tout dans cette nature fait quelque chose. Les animaux font leur travail, mais ils n'ont pas de possibilité de se regarder dans le miroir. Ils ne peuvent pas s'étudier eux-mêmes et de trouver pourquoi les choses sont comme elles sont. Je trouve cela l'un des plus beaux privilèges que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons. Nous pouvons nous regarder dans le miroir. Nous pouvons nous voir nous-mêmes. Nous pouvons voir les choses et nous demander pourquoi les choses sont-elles ainsi. Et ça, c'est, je le pense, ça devrait aussi vous mettre au défi de vous comprendre vous-même. Et donc, nous irons plus loin dans ce séminaire, explorant ce qui est identique chez tous les êtres humains, ce que vous et moi avons en commun, afin que nous puissions nous comprendre nous-mêmes et également les uns les autres.